Chers amis du PP, 26 mars, et vous avez été quelques-uns à questionner le fait est-ce que je vivais encore ou est-ce que j'avais disparu des réseaux YouTube et compagnie. Je vous rassure, j'ai simplement été débordé comme ça m'arrive souvent. Je reviendrai très prochainement sur le troisième livre qui, jusqu'il y a 15 jours, m'a occupé. Et puis depuis, je suis en retard au niveau du potager. Régulièrement, je descends avec ma caméra pour tourner des séquences, des choses intéressantes que j'observe ou des choses que je fais. Et puis, jamais, je prends le temps de monter ça. Donc là, j'attends en fait des visiteurs. Ma femme m'a lancé une petite activité de Airbnb, hein, donc oui, je pense que vous êtes un certain nombre à connaître ce qui nous arrive. Vous avez 3 enfants, à un moment donné, la cohabitation est explosive. J'ai transformé le grenier pour faire une troisième chambre et c'était même pas fini que, hop là, ils sont ailleurs. C'est normal, ils sont devenus grands et puis voilà. Et donc on a 3 chambres. Et donc tout à fait récemment, on les a mis sur Airbnb. Et donc là, j'attends des hôtes qui devraient arriver dans l'heure qui suit, dans la demi-heure qui suit. Voilà, donc scotché, et je vais donc, j'ai pensé qu'en fait, je ne m'en tirerais pas avec ces histoires de vidéos là que j'accumule, hein. J'ai plein de disques durs, là, des quantités incroyables de disques durs dans lesquels je stocke tout ça. Et puis, je ne m'en souviens plus après coup. Donc, difficile de monter quelque chose dont on ne se souvient plus. Et donc, je vais faire autrement. Je vais résorber par la fin en faisant un petit commentaire. Donc là, je vais vous présenter ma façon d'adapter, enfin une des façons d'adapter le potager à ce qui est ma conviction. Je sais que ça va en faire hurler une minorité qui sont dans le déni. Le changement climatique est là, on est en pleine sécheresse alors qu'on est fin mars. On a des températures diurnes qui dépassent les 20 degrés ici chez moi en Alsace. Et même si la nuit, ça descend encore tout près des zéros, il y a quelques jours en dessous de zéro, ce matin à proximité de zéro, il est plus que temps, et je me considère personnellement comme étant déjà en retard, de jardiner. Et donc, une des astuces dans un climat contrasté comme le mien, pas une des astuces, je déteste le terme astuce si vous saviez, mais 3 astuces pour réussir les topinambours. Comme si le jardinage était du cirque, hein. Je sors un lapin de mon chapeau, le foulard il a disparu. Ça, ce sont des trucs, ça, ce sont des astuces. Ça, c'est de la prestidigitation, vous m'avez compris, c'est de la magie. Donc là, on sait qu'il y a un truc. Jardiner, c'est de la technique. Donc, je me reprends. Donc, une des techniques pour maîtriser cette histoire de nuit et de gelée possible au petit matin, ce sont les châssis. L'an dernier, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique que, en fait, mesure à l'appui, les châssis sont bien plus efficaces chez moi que les serres. Les serres, c'est du snobisme, hein. C'est le SUV du jardinier, il en veut une grosse. Ah, s'il pouvait avoir la plus grosse, surtout que le voisin le voit, quoi, hein.
Et en fait, en termes thermiques, l'instrument qui permet de jardiner avec efficacité en hiver, tôt au printemps, c'est le châssis. L'instrument de l'efficacité, c'est le châssis. Ce n'est pas la serre, en tout cas pas la serre tunnel telle que je laisse. La serre tunnel est une affaire de forçage. C'est autre chose le forçage. Forçage, c'est pas sauver des gelées. Le forçage, c'est galoper plus vite une fois que ça a survécu aux gelées. Donc voilà, et donc récemment, j'ai installé, enfin cet hiver, j'ai installé un premier châssis en polycarbonate et à partir des résultats que j'ai obtenus, vérifiés, mesurés par des sondes, j'ai décidé de multiplier ça et donc j'ai filmé tout simplement la construction de ce châssis hier, avant-hier et ce matin. Et donc ce sont les toutes dernières vidéos et je vais commencer par là et petit à petit j'espère découvrir tout ce qu'il y a dans mes disques durs. Allez, châssis en polycarbonate, que faut-il en penser et comment les construire? C'est parti. Alors, châssis de polycarbonate, donc normalement, j'ai filmé une vidéo sur les châssis où j'en parle, avec donc un système automatique de vérin pour ouvrir, et donc ce qui réduit considérablement la contrainte au niveau, le matin, penser à ouvrir. Donc je ferai un topo spécifique sur les performances thermiques puisque j'ai les enregistrements des courbes comparées au châssis habituel. Mais là, vous assistez donc en live, 9h30, donc le vérin a détecté qu'il faisait suffisamment chaud et donc est en train de soulever cette barre qui elle-même soulève le couvercle. Pourquoi cette barre? Pourquoi ne pas avoir fixé directement le vérin là-dessus? Parce que vous le voyez là. Ça me permet en toute liberté de soulever le couvercle. Sinon, si c'est fixé l'un à l'autre, évidemment, le vérin m'empêcherait d'ouvrir. Donc là-dedans, quelques plans. Et donc ce système marche tellement bien qu'on a lancé la production de 2 châssis supplémentaires de ce type. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est très simple. Il vous faut des plaques de polycarbonate dit alvéolaires. Donc, en fait, c'est 3 couches cloisonnées comme ça, ce qui empêche l'air de circuler. Donc, l'air chaud du bas va réchauffer l'air qui est prisonnier dans ces premières alvéoles et éviter, contrairement à une vitre, que ça réchauffe l'air qui est en contact avec la partie extérieure froide. Donc c'est un système qui, tout bêtement, en bloquant la circulation de l'air et en évitant que l'air chaud de l'intérieur du coffre soit en contact avec l'air froid à l'extérieur, évite donc, ou ralentit plus exactement, les pertes de calories du système. Alors, 2 inconvénients évidemment. Je le répète, je vais de conférence en conférence répéter que le jour où vous aurez trouvé un système parfait, soyez très, très inquiets. Ça veut dire que vous serez mort. Vous serez au paradis, là, pas de problème. Les anges n'ont pas de sexe, tout va très bien, personne n'est malade, c'est la vie éternelle et ainsi de suite. Tant que vous serez sur Terre, chaque fois que vous aurez quelque chose qui a des avantages, retournez, grattez et vous trouverez les inconvénients. Donc, inconvénient plastique. Alors, vous voyez que ça soulève d'une main, même quand on n'est plus très costaud comme moi. Donc, ce n'est pas
des tonnes de plastique. Hein. Ce n'est pas avec ça que je suis un complice de Poutine. Ça, il y a autant de plastique là-dedans et sans doute autant de pétrole que quand j'ai pris ma voiture pour aller les chercher dans le magasin le plus proche. Sans doute que j'ai consommé plus de pétrole pour aller les chercher. Et si je les fais livrer par un livreur rapide, genre système Amazon, c'est pire parce qu'ils roulent comme des fous, ils ne roulent pas à l'économie. Hein. Donc voilà, mais il faut le signaler. Alors, petit ajout à propos de ce débat sur l'utilisation de dérivés du pétrole dans notre façon de jardiner et par extension dans notre façon de vivre. Pour ma part, je fais une distinction entre ce qui est de la consommation de pétrole, typiquement là, quand je me suis déplacé pour aller chercher ces plaques, et ce qui est un investissement. Ces plaques, j'espère, j'en suis à peu près certain, ont une durée de vie d'au moins une dizaine d'années, peut-être plus. Et donc il faudrait, pour apprécier l'impact que cela a sur la production chaque année, diviser par la durée de vie, 10 ans, 15 ans. Et donc 1 litre de pétrole ou 2 litres ou 3 litres, je ne sais pas exactement qu'il y a là-dedans, divisé par 10 ou par 15, c'est quasiment insignifiant. C'est ce que je consomme en manœuvrant la bagnole là sur le parking, le temps de faire demi-tour, etc. etc. quoi, hein. Donc pour moi, dans ma consommation, dans mon bilan carbone, il y a deux choses. Il y a ce qui est de la consommation qui s'envole. L'extrême étant évidemment les emballages, les pots de yaourt, etc., qui vous passent une fois dans votre main et finissent au mieux en recyclage. En général, les pots de yaourt sont tellement techniques qu'ils ne sont même pas recyclables. Il y a 6 ou 7 couches de plastique différentes. Donc, et alors que mes châssis vont durer, vont permettre de réduire ma consommation achetée, donc de réduire ma consommation de légumes qui viennent de différents coins. Et même si je vais les acheter sur le marché de Rosheim en bas, qui viennent d'un maraîcher qui, lui, aura à coup sûr, presque à coup sûr, enfin si je les achète en ce moment, à coup sûr utilisé des tunnels plastiques, du goutte à goutte, des bâches, etc. Donc, il faut faire très attention à ces raisonnements. Je n'utilise plus un mot que j'utilisais par respect pour les victimes des Khmers rouges. Je n'accole plus l'adjectif vert à ce terme. D'un côté, des millions de morts, donc il ne faut pas tout comparer. Il y a assez de confusion dans les concepts sur les réseaux sociaux en ce moment pour ne pas en rajouter. Donc voilà, consommation de pétrole, mais c'est pour moi pas de même nature et je n'ai, c'est pas que j'ai pas de scrupules, mais j'en ai pas trop par rapport à ces plaques de polycarbonate. Deuxième problème, c'est que c'est relativement cher. Une plaque comme ça, c'est une quarantaine d'euros. Et vous allez voir qu'il vous en faut 2,5 pour faire un châssis calculé à peu de choses près, 100 euros, rien que pour le polycarbonate. Je n'ai toujours pas de vérin ni rien. Alors, de quoi est constitué mon châssis? Ça, une plaque, un toucher, 2 x 1 mètre, 16 mm d'épaisseur, ça fera le couvercle. Sachez que le côté étiqueté, ici vers le haut, est celui qui est traité anti-UV. C'est celui-là qu'il faut mettre à l'extérieur si vous ne voulez pas que le soleil bouffe assez vite ce polycarbonate. Donc une plaque comme ça. Vous avez ensuite la même plaque
mais coupé en deux, 30-70. Ça, vous l'avez compris, c'est le côté devant, et ça, dans l'autre sens, hein, l'extérieur au soleil, à l'extérieur, fait la face arrière. Et une plaque que vous coupez dans ce sens-là. Voilà. Donc, elle est légèrement raccourcie ici. De mémoire, je l'ai coupée à 87 pour que, comme ce n'est pas perpendiculaire, ici, vous retrouvez le 1 mètre et vous laissez dépasser légèrement. Donc, j'ai coupé à 87. Ensuite, vous retrouvez le 30 et vous retrouvez le 70 de ces deux plaques. Ça va s'ajuster ici. Et ça, vous l'avez compris, va s'ajuster là et le tour est joué. Et donc, dans une plaque, vous coupez 4 morceaux comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait en double. Donc, avec 5 plaques, je fais 2 châssis, 2 plaques et demie par châssis. Donc ça, c'est quand vous êtes deux, hier, avec Laurence, on a coupé ça, allez, peinard, sur des tréteaux. Le plus long, c'est de retrouver l'outillage, les tréteaux, où est-ce que j'ai rangé ça. Et ça se coupe à la scie circulaire. Hein. Donc une bête scie circulaire avec laquelle vous coupez le bois. Zoom, terminé. Tant de trouver une règle et compagnie, vous en avez pour une demi-heure, 1 heure maximum, si comme moi, vous êtes très désorganisé et vous cherchez très longtemps où est-ce que vous n'avez pas rangé les tréteaux, où est-ce que vous n'avez pas rangé la rallonge électrique qu'il vous faut. Il vous faudra des piquets en bois à chaque coin, donc 2 qui sont longs. Je vais les enfoncer donc de 30-40 pour que ça tienne, parce que le châssis précédent, en sortie d'hiver, a été embarqué par le vent. Donc depuis, j'ancre un tout petit peu mieux. Coupé en pointe avec une scie à onglet. 2 piquets courts pour l'autre côté, hein, le côté bas. Un peu de vis, des charnières pour le couvercle et l'affaire est dans le sac. Donc là, ce matin, maintenant que ça se réchauffe, le lézard que je suis est de sortie et donc on va monter ça tout à l'heure dès que Laurence est revenu du travail, tranquillement parce qu'il faut quelqu'un qui tienne. C'est relativement simple. Et donc ça, c'est les barres pour mon vérin. J'ai remplacé, parce que hier j'étais sur le cul, en ce qui concerne cette barre qui se soulève par le vérin, en alu aujourd'hui, elle vaut 40 €. Ça vaut 9 € et quelques. Donc j'ai pris de l'acier plastifié. Hein. Voilà, donc ensuite, moi je procède de la façon suivante. Je visse mes piquets sur les plaques latérales, hein, celles qui ont la forme de trapèze. Pensez toujours film vers l'extérieur. Pensez que ça, c'est le couvercle, donc à mettre la pointe vers ici. Et comme vous le voyez là, c'est ras parce que la plaque suivante va dépasser et va arriver à cette hauteur-là, puisqu'elle devra faire 1 mètre, exactement la même longueur que sur le côté. Je ne les ai pas recoupés dans le sens de la longueur. Donc si vous voulez que le couvercle ferme ici, eh ben, il faut que les plaques longues arrivent jusqu'au ras de mon doigt. Donc vous mettez ici à ras et ici à ras. Attention là-haut, ne le mettez pas comme ça, hein, avec un dépassement de votre petit tasseau, puisque ça empêcherait le couvercle de se fermer. Donc il faut absolument que le tasseau reste à l'intérieur. Ensuite, c'est très simple. Par précaution, j'ai une petite mèche à peu près de la taille de mon pas de vis, en tout cas beaucoup plus petit que la tête de ces vis, et je perce quelques trous. Je pense que la vis passerait. Oups. Je pense que les vis passeraient, mais bon, ça coûte pas cher. Voilà.
je vais mettre une en plus. Ça ne coûte pas cher. Ensuite, donc, tête de vissage. Et vis plus rondelle, hein, puisque la partie la plus fragile, c'est le polycarbonate quand ça travaille. Et donc, je mets une rondelle, et j'aurais bien aimé en trouver des plus grandes. Il n'y en avait pas dans le magasin, donc j'ai pris ça. Et puis donc, vissage, bien à ras. Voilà, je ne suis pas tout à fait à ras, voilà. Ne serrez pas trop, hein, puisque ce polycarbonate est quand même un matériau assez fragile. Donc voilà, vous faites comme ça vos deux côtés. Et puis ensuite, il faudra être deux pour travailler d'abord le châssis, rajouter les côtés longs avant d'enfoncer les différents piquets dans le sol et puis l'affaire sera classée. Donc c'est relativement simple, si ce n'est qu'à un moment donné c'est plus facile si on est, enfin c'est bien plus facile si on est deux. Seul on risque de se faire chier, comme on dit couramment dans un langage compréhensible par tous. Voilà, allez, de l'autre côté, je résume. Les piquets, là, c'est le couvercle, donc ne les pointez pas du mauvais côté. À ras sur ces petites plaques coupées à 87 et là-haut, ne les faites pas dépasser, sinon ça empêchera le couvercle de fermer. Et donc maintenant, je vais préparer l'autre et puis ensuite, ma femme va me tenir 5 minutes, le temps que je plaque les deux grandes plaques. On positionne et on enfonce dans le sol. Alors voilà, on arrive à la phase finale de la première étape avec donc la finition du coffre. Vous savez que vous avez réussi si toutes les pattes vont vers le sens du bas, c'est-à-dire celui qui n'est pas en pente. Si toutes vos plaques ont le film qu'on va pouvoir enlever vers l'extérieur, et si ça tient, ne forcez pas trop quand même, parce que le polycarbonate est relativement un matériau relativement fragile, hein, et donc allez-y mollo. Et donc phase suivante, le poser, s'assurer qu'il est d'équerre, et puis ensuite enfoncer les piquets. Et puis troisième étape, fixer le couvercle avec des charnières. C'est pas plus compliqué que ça, donc là on va pouvoir enlever les plastiques. À chaque coin, je mets un scotch, de ces scotch dits de réparation, dont les cols résistent relativement bien à l'humidité. Hein. Donc ces scotch souvent armés et un peu gris, donc pour éviter que il y ait trop d'eau et puis de bestioles, etc., qui rentrent dans ces alvéoles. Et les obscurcir. La poussière aussi, hein, quand on a de la poussière du Sahara, qu'elle reste à l'extérieur, qu'elle ne rentre pas là-dedans. Voilà, donc phase suivante, la mise en place. Bon, alors évidemment, ce ne serait pas drôle si je faisais une vidéo et qu'il n'y ait pas des emmerdes du côté de la caméra. Donc j'avais déclenché et puis on a mis en place la partie,
du châssis préfabriqué, on va dire, soigneusement vérifié avant d'enfoncer les piquets hein, qui sont à chaque coin, que c'est à peu près d'équerre. Donc comment est-ce que je vérifie ça? Tout simplement, je mets le couvercle dessus et si ça déborde à peu près régulièrement de chaque côté, je décrète que c'est d'équerre. Si vous avez une équerre de maçon, vous pouvez évidemment faire ça de façon beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus scientifique. Et donc maintenant, je vais, dans cette position-là, enfoncer chaque coin. Et donc, pour éviter de taper par accident sur le polycarbonate, j'utilise tout simplement une chute. Voilà, donc on fait le tour. Oula, là, sous la matière organique, vous voyez la différence de dureté du sol, tout simplement parce que on a stocké des feuilles, alors qu'ici, on est dans la prairie telle qu'elle était, telle qu'elle est toujours. Et là, j'ai carrément du mal. Voilà, donc ça ira mieux avec deux mains parce que mon épaule... Tu vises bien, hein? Oui, je vise bien. Là, 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 là. J'ai un droit de vie et de mort. Là, je ne sais pas sur quoi je suis tombé, mais ça ne veut pas rentrer. C'est un caillou, hein? Oui, il y a peut-être un caillou en dessous parce que c'est quand même bizarre. Là, ça rentre. Voilà, alors on va faire un peu le tour. Un peu celui-là. Là, ça rentre mieux. On va faire le tour. Là, ça rentre comme dans du beurre. Je vais avoir ma main gauche parce que si j'ai un accident. Il n'y a pas d'accident. Pourquoi veux-tu qu'il y ait un accident? Maîtrise totale. Voilà. Toujours les femmes qui font ça. Quoi, tu veux... C'est toujours les femmes qui... Ouais. Bah vas-y, 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 Voilà. vas-y. On va rentrer un peu plus celui-là. Ça va pas s'envoler, hein? Non, je pense que celui-là s'envolera pas, contrairement à l'autre. Alors encore un petit commentaire au montage. Observez bien ces images et la facilité avec laquelle les piquets qui sont vers l'aval, hein, donc sur votre gauche, s'enfoncent et la difficulté avec laquelle les deux premiers piquets, donc la difficulté que je rencontre pour enfoncer ces deux-là. Quelle est la différence? Regardez bien. Les premiers sont dans la prairie telle qu'elle était, enfin très exactement c'est le bout du gazon qui est entre notre maison et le potager. Et ceux du bas ont été sous couvert, en l'occurrence un mélange de tonte de gazon, de feuilles mortes que le voisin a béné là en attendant que je l'utilise dans le potager. Donc d'un côté, un sol de prairie compact, mais extrêmement vivant. Hein. Il y a là-dedans des vers de terre. Il suffit que je prenne un coup de bêche et que je retourne une motte d'herbe pour qu'il y ait des tas de vers de terre en dessous. Compact, mais tout à fait fertile. Et de l'autre côté, un sol que j'appelle agradé, c'est-à-dire que le vivant a rendu beaucoup plus meuble, sans aucun motoculteur, sans bêche, sans grelinette, sans pioche, sans rien. D'un côté, ça rentre, vous voyez que je retiens pratiquement ma masse, et de l'autre, je dois cogner de toutes mes forces. La preuve par le vivant
qu'un sol, pourvu qu'on le nourrisse par le haut avec une alimentation équilibrée, hein, donc mélange là en l'occurrence de feuilles mortes carbone avec des tontes de gazon plus riches en azote, et en l'espace de quoi? Là, il s'est écoulé une saison, hein, donc les feuilles mortes datent de l'automne. Le sol, enfin en tout cas mon sol, qui est un sol d'une texture favorable, s'est complètement transformé. Donc, un petit coup ici. C'est celui-là qui est le plus en dehors. Voilà. Bravo. Un peu ici. Presque. Un peu ici. Oui. Voilà, et donc pour finir, ce qu'on va faire, c'est creuser un tout petit peu le long, dégager un peu de terre pour que la plaque de polycarbonate aille sous le niveau de la terre, de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite d'air par vent froid, on va dire, hein, vent du nord, etc. Donc, comme le polycarbonate ne risque pas de pourrir, on va l'enterrer de 2-3 cm. Et pour ça, donc, juste faire, maintenant que le châssis est en place, une petite rigole qu'on refermera ensuite avec la terre et ce sera étanche. Donc, un petit coup de bêche dehors, un petit coup de bêche dedans, on dégage la terre et l'affaire est dans le sac. Voilà, et puis après, donc, je commence à avoir sérieusement faim, donc il est important de laisser ce chantier en plan et de manger un peu, petite sieste, et puis ensuite, il ne restera plus qu'à fixer les charnières et à en mettre en place le système de barre avec le vérin hydraulique qui soulèvera et ça fera un deuxième châssis. Et dans la foulée, si je suis de bonne humeur et en pleine forme, on mettra en place le troisième en fin d'après-midi. Voilà, petite pause bien méritée et radis bien mérité, hein. Donc là, on attaque la deuxième vague de radis liée au semis donc, fait entre Noël et Nouvel An. Quelques traces de limaces, hein, mais je ne crains pas la bave de limaces. Donc je déduis toujours du fait que les limaces s'intéressent à mes radis, j'en déduis qu'ils sont bons, puisque même les limaces les aiment. Donc voilà, deuxième vague, hein, puisque donc les radis de Noël, ceux dont j'ai récolté une partie entre Noël et Nouvel An, puis une partie début février, fin janvier, ceux-là c'était des semis qui dataient de novembre. Donc là, semis de fin décembre, début janvier, forçage donc dans la serre tunnel et c'est parti, hein. Donc là, toutes ces rangées-là, celles-là sont un tout petit peu plus tard et non pas encore, j'en ai en sac, oh merde, je l'ai cassé. Voilà, ceux-là commencent tout juste à se former. Ça, c'était les journées très, très courtes hein, qu'on a eues jusqu'il y a 15 jours, 3 semaines, qui faisaient qu'il y avait très peu de croissance. Et c'est parti. Hein. Et sinon, salade, donc on continue de récolter ad libitum, comme on dit, hein, donc à volonté. Bon, le lendemain matin,
parce qu'il n'aura pas échappé aux fins observateurs. Et je vous rappelle que je vous encourage à observer, analyser, réfléchir, plutôt que de vous enivrer de bêtises sur YouTube. Le soleil étant là, on est le matin, et donc le châssis n'était pas fini pour le coucher de soleil, comme je l'avais promis. Je ne sais pas vous, mais moi, en tant que bricoleur, c'est absolument catastrophique, quoi. C'est absolument catastrophique parce que j'avais tout, les vis, etc. Sauf qu'à un moment donné, pénurie de petits écrous. Donc, le chantier est resté bloqué parce que je ne pouvais pas avancer sur mes fixations de charnière. Bref, soyez meilleur bricoleur. Donc j'ai avancé ce matin, commencé par installer, avant de mettre le couvercle, parce que c'est plus peinard de travailler là-dedans sans qu'il y ait de couvercle, installer cette barre. Donc j'ai dû raccourcir un tout petit peu, donc un petit coup de disqueuse. Vous l'installez là au ras, plutôt un peu en dessous, parce que je rappelle que la mission de cette barre, c'est juste de soulever le couvercle. Elle va tenir le vérin. Si vous n'avez pas cette barre, si vous le fixez directement sur le couvercle, vous allez être enquiquiné pour ouvrir le toit du châssis, pour arroser, pour y mettre des plaques, les enlever, etc. Donc c'est le système assez simple que j'ai trouvé, et on va voir dans un instant donc l'installation du vérin. Là donc vérin, puis on va mettre le toit sur lequel j'ai déjà fixé les charnières, et ce châssis, enfin, un petit peu de scotch, et puis ce châssis pourra entrer en fonction. Alors l'étape suivante consiste à modifier, enfin déjà déballer, adapter le vérin, parce que tel qu'il est livré, il est conçu pour ouvrir des petites fenêtres de serre, donc les fixations sont prévues pour ces petites fenêtres. Donc là, je vais le modifier grave. Alors d'abord le monter. Vous avez votre petit vérin séparément. Alors comme je l'ai déjà fait, je ne lis pas le mode d'emploi. Mode d'emploi, comme toutes les chinoiseries, traduit approximativement, en clair incompréhensible. Donc il faut être un tout petit peu ingénieux pour comprendre ce que les gens ont voulu dire. Donc ce petit vérin se visse là dans cette espèce de bague, et puis ensuite s'enfonce dans... Ah, j'aurais dû l'enfoncer d'abord. On redévisse, on l'enfonce dans ce tube et on le visse là-dessus. Donc voilà, déjà les ennuis, les misères commencent. Voilà. Pourquoi ça ne se visse pas? C'est parce que je ne suis pas pile en face. Voilà, donc après il y a une petite clavette qui permet de fixer ça ici. Il y a un ressort de rappel, c'est ce qui va faire en sorte que ces lucarnes, ou dans mon cas la barre le soir se rabat bien. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez là-dedans en fait un liquide ou un produit qui à la chaleur se transforme, se dilate, et va mettre donc ce vérin sous pression, une pression de gaz, qui va faire qu'il se soulève. Là, comme j'ai ouvert l'autre, pour l'instant, il ne se soulève pas parce qu'il n'a pas assez chaud. Donc c'est un peu réglable, mais ça s'ouvre vers... enfin, ça commence à chauffer vers une vingtaine de degrés. Et donc ça entrouvre à partir de là. Alors là, ça, pas de problème, mais c'est cette pièce-là que je vais dévisser et que je vais mettre en dessous pour la fixer en fait. Donc le principe
ce sera que cette petite pièce-là sera fixée sur ce pieu en bois. Et puis donc, je vais le fixer à la barre. Et donc, quand ça chauffe, ça va soulever la barre. Il faut garder une articulation ici, d'où le fait que cette pièce-là, je la dévisse, je la découpe un peu à la disqueuse et je la mets vers le bas et non pas tel que c'était prévu ici. Donc ça, ce serait pour une ouverture d'une fenêtre lucarne qui serait fixée comme ça. Donc, il faut un peu pas hésiter à modifier le système. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein, donc, imaginez un peu comment ça fonctionne. Je vais juste vous le montrer sur l'autre. Et comme ça, si vous le tentez l'aventure, ça vaut 25-30 euros hein, pièce sur tous les sites de matériel de bricolage qui vendent des chinoiseries. Donc voilà ici, hein, le pied que vous mettez en place à peu près perpendiculairement à la barre. Et donc là, je le force. Mais voilà comment ce vérin s'ouvre. Alors faites très attention. Je suis passé là un peu pile poil hein, au niveau de l'endroit où vous mettez ce vérin. Si vous le mettez dans l'autre sens, c'est cette longueur-là qu'il faut considérer. Ça marchera dans un sens ou dans l'autre. Un petit inconvénient dans la façon dont je l'ai monté là, c'est que ce vérin est à l'ombre le matin. Donc le soleil se lève là-bas. Donc il réagit sans doute un peu plus tard. Et je vais donc changer ça. Je vais essayer avec un vérin de travers. La partie noire qui chauffera plus vite du côté droit puisque mon soleil se lève à l'est et que ces châssis, j'ai oublié de le dire, bien entendu, sont la pente vers le sud. Hein, ils sont orientés pile poil est-ouest et ici donc le sud pour que le maximum de soleil rentre dedans. Alors, il n'a pas de tampon thermique, celui-là encore. Je récupère des bouteilles, mais l'idée étant d'avoir un mur de bouteilles d'eau là-bas au fond pour stocker des calories. Voilà, donc il n'y a plus qu'à, hein, il y a qu'à, comme on dit si bien. Et donc voilà que c'est mobile, hein, toute cette affaire-là, voilà. Alors voilà, le chantier avance un tout petit peu, hein, donc j'ai fixé ma cornière, j'ai fixé le vérin sur la cornière et donc avant de planter ce support qui va me servir donc à fixer l'autre point du vérin, ben, ne faites pas la bêtise de ne pas bien dimensionner ça avant. Donc perpendiculairement à la cornière, de façon à ce que le vérin travaille dans un même plan, qu'il ne soit pas vrillé. Vous positionnez. Donc là, je remonte un peu trop. Voilà. Donc c'est ici que je vais l'enfoncer avec cet angle et puis ensuite fixer mon vérin dessus. Alors voilà, déjà enquiquiné, donc on va le retourner. Non, pas une bonne idée. Donc on va faire ça comme ça. Voilà la marque. Et voilà, alors je disais, alors que le micro était coupé, mais je m'en souvenais plus, que évidemment je m'étais gouré, en enfonçant ça avait bougé, et donc tout simplement avec une cornière avec tous ces trous, il m'a fallu légèrement décaler le point de fixation ici. Bon, ça a l'air de marcher, c'est bon, un peu branlant,
Ceci dit, ces plaques de polycarbonate, elles pèsent au maximum, je ne sais pas moi, 1 kilo, c'est même pas sûr. Et donc, ce n'est pas une question de force. Si ça m'énerve trop parce que ça branle, la solution, elle est toute trouvée, hein, c'est de mettre un fil de fer entre ce point-là et le coin, un fil de fer et ce point-là, qui feront une triangulation, et à ce moment-là, ce sera parfaitement stable. Mais bon, pour l'instant, il s'agit d'observer pour voir si tout cela servirait à quelque chose. Donc maintenant, il me reste à fixer le couvercle, 3 charnières, 6 vis, et l'affaire est dans le sac. Ce deuxième châssis peut entrer en fonctionnement, et donc je vais le monitorer comme l'autre avec une sonde thermique qui enregistre pour voir si le fait que ce vérin ici n'est pas à l'abri, à l'ombre de cette barre, si cela joue sur l'ouverture, la vitesse d'ouverture le matin. Si ce n'est pas le cas, il est évident que dans l'autre sens, c'est beaucoup moins chiant, parce que là, si je veux mettre une plaque, il faut que je passe à côté. C'est un tout petit peu moins pratique. Donc voilà, là, ça fait partie des expérimentations, sinon je l'aurais bêtement mis dans le sens de la barre. Alors bon, soyons honnêtes, hein, pour un paresseux, ça fait maintenant un certain temps que je bricole. Hier, j'avais commencé, oublier les vis, etc. Mais c'est quand même une affaire entre la découpe et tout ça, si j'étais organisé, tout l'outillage, je suis monté 4 fois à aller chercher l'outillage, hein, et puis il me manquait un tournevis, etc. Je pense que c'est une histoire de 2 heures, coût approximatif, donc 2 plaques et demie de polycarbonate, c'est une centaine d'euros, puisqu'elles valent 40 € pièce. Le vérin, 25-30 €, 7 pièces, une dizaine d'euros. Quelques vis, vous allez m'en faire grâce. Non, mais ça a un énorme défaut pour un paresseux. J'ai réfléchi là pendant que je travaillais, mais impossible de mettre un hamac. Impossible. C'est pas assez costaud, c'est pas assez haut, etc. Non, pour mettre un hamac, décidément, il n'y a que les vérandas, quoi. Hein. C'est pas avec ça que je vais m'en sortir. Bon, je vous avais promis un coucher de soleil. C'est pas encore tout à fait l'heure. 24 heures plus tard, hein, donc avec un peu de retard. Mais bon, vous savez tous où je vais finir, donc je ne vois pas pourquoi je me presserais. Voilà, donc en gros, le châssis est fini. Je vais enlever ce voile, enfin ce film de protection. Alors il y en a aussi à l'intérieur. Pourquoi tout ce plastique? Mais bon, ça n'en fait jamais qu'un peu plus. Et voilà, et donc le système fonctionne. J'ai finalement mis un fil de fer parce qu'il était un peu branlant. Et il est en train de se refermer. Il était grandement ouvert cet après-midi. Et donc là, j'ai mis les sondes thermiques et puis j'ai rempli de différentes terrines pour voir ce que ça va donner en comparaison avec l'autre châssis. Donc essentiellement la question de savoir si le matin, il réagit plus vite. Voilà. Alors, pour l'instant, vous allez me poser une question. Est-ce que ce couvercle ne s'envole pas? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de grandes tempêtes, mais pour des vents, on va dire, tout à fait ordinaires, la pente et le fait que c'est à peu près étanche est suffisant pour que en fait, le vent plaque le couvercle. Maintenant, avec des vraies tempêtes tourbillonnantes, etc., ça sera une autre affaire. Et donc, j'ai prévu en fait
de mettre ici une barre avec un ancrage, avec un fil souple et puis un petit anneau qui me permet de le décrocher et quand la tempête menace, de bloquer la plaque. On peut à titre intermédiaire, on va dire, lester avec une planche mise dessus, donc qui fera que des petits vents susceptibles de le soulever n'auront pas assez de prise. Voilà. Un point que j'ai oublié tout à l'heure au montage, bien évidemment pour des raisons de force physique, ce vérin doit être le plus possible vers l'extérieur de cette barre. Si vous le mettez ici, il faudra qu'elle soulève, enfin que le vérin soulève plus de poids. Ceci dit, c'est vraiment léger, donc je pense que ça fonctionnerait aussi. Voilà, donc c'est parti. Et demain, je ferai le troisième. Et avec les deux anciens châssis, j'aurai de quoi préparer à peu près l'essentiel de mes semis sans avoir toujours le flip de la surchauffe. Restera la corvée quotidienne ou quasi quotidienne tous les 2 jours d'arrosage. Voilà, et puis donc je ferai un petit additif, un de ces 4, quand j'aurai les enregistrements pour vous dire un peu comment ça réagit à la température et si cette position-là est plus avantageuse. Alors voilà le lendemain matin, le soleil se lève à l'est, hein, donc il doit être 9 h à peu près. Et effectivement, ce vérin-là semble réagir un tout petit peu plus vite. Il a commencé à soulever cette plaque. Là, vous voyez que je peux mettre 3 doigts. Elle penche légèrement. Donc en bas, c'est moins ouvert, mais quand même. Alors que ce châssis-là commence à peine à se lever. Ou très exactement, le vérin n'a pas encore réagit. S'il se lève, c'est parce qu'il est un peu gondolé. Le polycarbonate, j'ai eu la mauvaise idée de stocker ces plaques verticalement et elles sont légèrement cintrées du fait de ce stockage. Mais on le voit très bien, la barre ne touche pas encore. Donc il y a un petit avantage au nouveau type de montage. Reste à savoir, parce que quand on est paresseux, donc je rappelle, hein, il faut peut-être pour les nouveaux venus sur ma chaîne, beaucoup confondent paresse et fainéantise. Fainéantise, on sait très bien qu'il faut faire quelque chose, on ne le fait pas, on est fainéant. Paresse, c'est beaucoup plus subtil, hein, puisque la paresse consiste à réfléchir. Est-ce que ce que je fais est réellement plus performant, plus sensé, etc. Et 90 fois sur 100, quand vous réfléchissez, si vous cessez de vous agiter, s'agiter, c'est faire tout et n'importe quoi, c'est la mouche dans son bocal. Toute la journée, elle vole, elle vole, elle vole. Comme il n'y a pas de sortie, elle se fatigue pour strictement rien, mais elle ne le sait pas. Donc elle est persuadée qu'elle est en train de sauver sa peau. En fait, elle est en train de s'épuiser. Il ferait mieux de se foutre dans un coin, d'attendre paisiblement que quelqu'un ouvre peut-être ce bocal par hasard et à ce moment-là, s'échapper. Donc, celui qui s'agite, il fait. Le paresseux se dit, est-ce que ce que j'ai fait sert à quelque chose? Et donc 90 fois sur 100, il arrive à la conclusion que ça ne sert strictement à rien. La preuve, tout le potager n'a jamais été labouré, bêché, ni biné, ni greliné, ni rien du tout, et j'ai des légumes. Donc si vous bêchez encore, interrogez-vous. Vous faites de l'agitation.
avec des ampoules, mal au dos et toutes les conséquences négatives que cela a. Mais bon, vous pouvez aussi dire que vous faites du sport et que vous économisez une salle de sport, ce qui est vrai aussi. Bref, donc, vérification faite, le système tel qu'il est monté ici est plus réactif, ça c'est clair. Est-ce que les températures atteintes ici, tout à l'heure, avec le retard mis à l'ouverture, atteignent des 35 degrés ou un peu plus, température à partir desquelles la croissance des plantes est contrariée, voire atteignent des 40 et plus, températures à partir desquelles certaines plantes peuvent crever. Ça, ce sont les sondes qui me le diront et il faudra que je lise les enregistrements des températures. Ce qui est certain, celui-là réagit beaucoup plus vite. Lui, il est toujours encore, la barre ne bouge pas. Là, ça soulève déjà. Voilà, et avec ça, cette affaire est conclue. Donc je vais aujourd'hui peut-être, mais j'aurais peut-être mis en ligne, j'ai un petit ennui là avec des sangliers qui ont visité mon jardin et qui se sont mal comportés, les cons. Donc j'avais l'intention, le matériel traîne toujours, de faire mon 3e châssis, priorité d'abord à remettre de l'ordre dans mon potager. Voilà, alors si c'est la fin, ciao. Si ce n'est pas la fin, je rajouterai peut-être, si j'ai le temps, les enregistrements de ces courbes et je vous les commenterai, mais ça, peinard, dans mon bureau, quand j'aurai le temps. Sinon, ciao.